Salut Internet. Si je demande à chacun d'entre vous quel est votre empire romain, j'espère que votre réponse sera cette vidéo après l'avoir regardée. Et si vous n'avez rien compris à cette phrase, c'est juste que vous passez pas assez de temps sur Internet. Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau d'histoire puisque c'est de la Rome antique dont on va parler. Ça tombe bien quelques semaines après la Saint-Valentin. C'est une période qu'on étudie pas mal à l'école et elle est tellement riche en anecdotes complètement dingues. Ah, et cette vidéo a été réalisée en partenariat avec CyberGhost VPN. Je vous en reparle un petit peu plus tard. C'est parti. Cet objet s'appelle un tintinnabulum. De loin, comme ça ressemble à une sorte de carillon. Regardez, si on zoome, il y a même des petites clochettes et ouais, on est sur un autre type de clochette là. En fait, ces objets étaient comme des grosses amulettes qu'on suspendait près des portes. On pouvait en trouver aussi bien dans des maisons que des boutiques et ça servait à éloigner le mauvais œil. En même temps, ça m'étonne pas. Si tu faisais pas gaffe, paf, tu pouvais facilement te faire éborgner par cet engin en allant chercher ton pain par exemple. Ok, maintenant qu'on a évacué le fait palmier, je voudrais faire un petit point rapide sur ce qu'est la Rome antique. Prenons une frise. Tout ça là, c'est l'Antiquité. On l'a fait généralement commencer aux alentours de -3000 avec l'invention de l'écriture et finir en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident. La Rome antique, elle, se situe à l'intérieur de l'Antiquité. Elle commence en -753 avec la fondation de Rome, Rémus, Romulus, la Louve et tout, on connaît, et se termine en 476 avec, on vient de le voir, la chute de l'Empire romain en Occident. C'est important le terme Occident parce que côté Orient, l'histoire continue jusqu'en 1453 avec la prise de Constantinople par les Ottomans. Voilà, là on est vraiment du côté de l'Empire byzantin. Et la Rome antique englobe la royauté romaine, la République romaine et l'Empire romain. Et oui, l'Empire romain, ce n'est qu'une période particulière de la Rome antique. Elle commence quand Octave devient empereur sous le nom d'Auguste en -27. Avant cette période, il n'y a donc pas d'empereur. Et Jules César, vous pouvez me rappeler quand est-ce qu'il est mort? En -44? Vous comprenez ce que ça veut dire quand même. Jules César n'a jamais connu l'Empire romain. C'est fou, non? Et Jules César n'a jamais été empereur. Par contre, il a été imperator et dictateur. C'est surprenant, mais c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Imperator, à son époque, c'est un titre militaire honorifique. Et c'est plus tard que ce terme a été associé à l'empereur. Concernant le mot dictateur, en fait, toujours à la même époque, on proclamait la dictature en cas de crise grave, pour agir vite et sans blocage institutionnel. Mais c'était temporaire. Un dictateur ne l'était que pour 6 mois maximum, donc rien à voir avec aujourd'hui et les mecs qui restent 1000 ans au pouvoir. Après qu'on se le dise, César a complètement dépassé les limites en devenant dictateur à vie. Alors évidemment, c'est pas passé auprès des sénateurs qui ont vu ça comme un retour à la royauté. Ça a aggravé la crise politique qui était déjà en cours et ça a été un des éléments majeurs qui a mené à son assassinat. Bon, t'as le contexte de la vidéo. Maintenant, imagine, tu vas au bain public. Tu te mets à poil, tranquille, tu fais ta petite vie, et là, quelqu'un t'a volé ta tunique. Non, c'est chiant, je suis désolé. T'en veux à la personne, forcément. Alors tu réagis en écrivant une malédiction sur une tablette. C'est ce qu'ont fait pas mal de Romains à Bath, en Grande-Bretagne. À l'époque où l'endroit était sous autorité romaine, c'était courant de maudire les voleurs sur ce genre de petites plaques, et puis de la jeter dans l'eau des thermes. Ainsi, ils honoraient la déesse Minerve Sulis pour qu'elle les pourrisse bien comme il faut. Alors heureusement, les voleurs de tuniques, on n'a plus vraiment ça aujourd'hui. Par contre, des gens qui volent des données en fouinant dans notre vie privée, ça on n'a pas réussi à s'en débarrasser. Alors petite pause pour remercier notre partenaire du jour, CyberGhost VPN. Vous les connaissez, ça fait un moment qu'on en parle sur la chaîne, et si je continue de travailler avec eux, c'est pas pour rien. Il s'agit d'un des meilleurs VPN du marché, et pour moi ça se voit à deux choses. Leur note sur Trustpilot déjà, et les quelques 38 millions de personnes qui l'utilisent. C'est la moitié de la France les gars. Perso, je m'en lasse pas depuis tout ce temps parce que son fonctionnement est super rapide, ultra simple. En quelques clics, tu changes ta localisation en ligne parmi plus d'une centaine disponibles et tu accèdes à beaucoup de possibilités. Bon, nous, ce qui nous intéresse le plus, on va pas se mentir, c'est le contenu supplémentaire des catalogues de plateformes de streaming. Non, ça on aime, on est bien d'accord. Et pour les gens qui préfèrent les activités solo, faites pas genre, vous voyez exactement où je veux en venir. Et ben, vous pouvez aussi accéder à certains sites bloqués en France plus facilement.
toute sécurité, en choisissant un serveur à l'étranger. C'est rapide, privé et parfaitement anonyme. Par exemple, moi je consomme énormément d'informations, j'aime beaucoup regarder ça, et ben quand je suis à l'étranger, il y a plein de chaînes de télé françaises qui ne sont pas du tout accessibles quand on n'est pas en France. Petit CyberGhost VPN, et je peux regarder mes infos en toute tranquillité. Vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, l'ordinateur, le téléphone numéro 1, la tablette numéro 2, l'ordinateur numéro 2, bref, tout y passe. Et vous pouvez même faire profiter votre proche de votre abonnement. Il y a aussi évidemment la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, donc vous prenez aucun risque en fait à l'essayer et à vous abonner ensuite. Au pire, vous annulez. Comme d'habitude, je vous ai mis un lien en description et en commentaire épinglé. En cliquant dessus, vous bénéficiez de la meilleure offre du moment, seulement 2,03 € par mois, soit 83% de réduction avec 4 mois offerts. Et en plus, ça soutient la chaîne les gars. Que vous dire de plus? Encore une fois, merci à CyberGhost VPN. Puisqu'on parle de dieux, ça m'inspire un petit segment dans notre vidéo. Certains dieux romains sont très connus. Vénus, Mars, Neptune, Bacchus, Jupiter, etc. Mais d'autres sont beaucoup moins connus, comme Sulis, dont je viens de parler. Et c'est dommage parce qu'il mérite toute notre attention. D'où ce petit medley au cours de la vidéo, pour vous présenter tous ces dieux méconnus. Et on commence par la déesse Caca. J'ai bientôt 35 ans. Ok, t'es une déesse très ancienne, à qui on aurait consacré un feu sacré. Fille de Vulcain, hyper badass, hyper stylé, tu t'appelles Caca. C'est trop, je suis désolé. Bon, promis, les prochains seront un peu plus sérieux. Non loin du mausolée d'Auguste, sur le champ de Mars, on pouvait tomber sur l'Horologium d'Auguste. Un édifice gigantesque, mais dont le but, le fonctionnement, reste un mystère pour les spécialistes. En fait, il y a débat, immense cadran solaire ou calendrier. Ils n'arrivent pas à trancher. Mais quoi qu'il en soit, l'installation avait l'air énorme et ne passait pas inaperçue. Les Romains utilisaient l'urine comme produit de nettoyage. Ils l'utilisaient aussi, entre autres, pour blanchir les toges. En fait, l'urine fermentée produit de l'ammoniac. C'est donc très efficace. Bon, vous sentez un peu le caniveau un soir de fête, mais votre toge est immaculée. D'ailleurs, comme l'urine était une matière première pour les teinturiers, l'État s'est dit « pas mal ça, on va taxer ». L'empereur Vespasien a donc créé un impôt sur l'urine. On taxait les gens qui achetaient l'urine collectée dans les lieux publics. Il semblerait même qu'une expression soit attribuée à Vespasien, « pecunia non olet », l'argent n'a pas d'odeur. Et pour finir, Vespasien a donné son nom aux Vespasiennes. Vous savez, ces urinoirs publics. Voilà, vous êtes maintenant incollables sur le pipi antique. Au cœur du forum romain, on trouve ce gros bloc de marbre connu sous le nom de Miliaire d'or. Il s'agit de la base d'une ancienne colonne qui n'existe plus et qui marquait symboliquement le point zéro des distances routières dans l'Empire romain. Toutes les routes mènent à Rome, mais surtout, toutes les routes mènent au Miliaire d'or. Après les tablettes de malédiction, voici les tablettes de Vindolanda. Elles ont été découvertes au fort romain de Vindolanda en 1973. Certaines sont exposées au British Museum et sur l'une d'entre elles, on peut lire le message d'un soldat qui se plaint qu'il faut amener de la bière au mur d'Adrien parce qu'il a soif. Vous avez déjà entendu parler du vomitorium? Parce que c'est pas du tout ce que vous imaginez. Il s'agit pas d'une salle où tout le monde se réunissait pour gerber ensemble, c'est dégueulasse, je sais pas pourquoi vous pensez ça n'a rien à voir. En fait, c'était des passages voûtés qui vomissaient les foules. En latin, vomere, ça veut dire expulser. Je vous avais dit qu'on serait un peu plus sérieux, donc après la déesse Caca, voici Crépitus, prétendument le dieu des paix. Non, je dis prétendument parce que de ce que je lis, il y a très peu de sources antiques. En France, on a Voltaire, Flaubert, Baudelaire qui en ont parlé, mais côté mention ancienne, on trouve bien une satire chrétienne qui en parle, mais c'est tout. Vu les dieux hyper spécifiques dont je vais vous parler plus tard, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas eu un dieu des flatulences à l'époque, c'est impossible. On trouve des camps militaires romains jusqu'en Écosse. Les légionnaires ont marché jusque dans ce qui est aujourd'hui l'Écosse. On y trouve encore les vestiges du fort romain d'Ardoc, ceux du mur d'Antonin et même ceux de camps romains près de la colline de Burnswark. En gros, les gars ont essayé de conquérir la région, ont vu les Pictes débarquer, ils étaient peints, déterminés, prêts à en découdre, et les Romains se sont dit « Non, c'est bon, on s'arrête, on s'en va !» Dans les grands amphithéâtres, on installait ce qu'on appelle le velum. C'est une immense toile tendue au-dessus de l'arène pour protéger le public du soleil. Au Colisée, ce système était installé par des marins. Et ben oui, comme c'était une voile géante avec des cordages, des poulies, des mâts, et ben on faisait appel à eux.
Pendant la Rome antique, la nourriture à emporter existait déjà. Le thermopolium était le fast-food du coin. Vous aviez un comptoir, des jarres encastrées et hop, tu repartais avec ton petit cassoulet à la citronnelle. C'est vachement bon d'ailleurs. Dans la Domus Aurea, Néron aurait installé la Senatio Rotunda, une salle à manger qui tournait sur elle-même, probablement grâce à un système mécanique inspiré des machines hydrauliques. Le concept était simple, tu restes assis, c'est la pièce qui tourne. Pas très loin du Forum romain, il y a les marchés de Trajan. C'est un des plus anciens centres commerciaux connus de l'histoire. Environ 150 boutiques réparties sur plusieurs niveaux. Aujourd'hui, ils abritent le musée des forums impériaux. On se trouve au cœur de Rome. C'est le meilleur street view que je vous ai trouvé pour observer cette colline en face de nous. Ce qu'on regarde, c'est le mont Testaccio et il cache bien quelque chose. Sous ce monticule de plus de 35 mètres de haut, il y a en réalité des millions de morceaux d'amphores cassés. C'est donc une colline artificielle créée à partir d'une décharge XXL. On n'a rien inventé niveau pollution. Je sens que je vous ai pas convaincu avec Caca et Crépitus. C'est pas grave, j'invoque Nodutus, un dieu qui favoriserait, selon saint Augustin, la solidité des nœuds, des tiges, des épis de blé. Faut donc vous imaginer Proserpine, qui est l'équivalente de Déméter, et puis autour d'elle, des gars comme Nodutus, Volutina, qui est associée à l'enveloppe de l'épi, Patellana, c'est le moment où l'épi s'ouvre, ou encore Flora, c'est quand l'épi est en fleur. Je peux continuer comme ça encore longtemps si vous le souhaitez. Parmi les événements majeurs qui ont marqué la Rome antique, on ne peut pas ne pas parler du grand incendie de Rome en 64. Pendant plus d'une semaine, le feu a ravagé la ville au point de toucher 10 de ses 14 quartiers. Alors évidemment c'est vieux, donc niveau chiffres, il n'y a rien d'officiel. On sait que des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri, mais on imagine que le bilan a dû être bien plus lourd que ça. L'incendie avait pris non loin du Circus Maximus, qui était l'arène des courses de chars. Sa capacité est estimée à un petit peu moins de 100 000 spectateurs. Pour vous rendre un petit peu compte, le plus grand stade du monde, hors sport automobile, se trouve à Ahmedabad, en Inde, et peut accueillir un peu plus de 130 000 personnes. C'est gigantesque, 100 000 personnes. Et en même temps, il y avait du monde là-bas. On lit partout que la population de Rome est la première à avoir atteint 1 million d'habitants. Et en réalité, on n'en sait rien. Et je dis pas que c'est pas possible, attention, juste que c'est pas démontrable. Il y avait bien des census à l'époque, mais on peut pas se baser uniquement sur ça parce que les recensements antiques ne comptaient pas toute la population. Ils prenaient en compte surtout les citoyens, mâles, adultes. Les estimations modernes vont grosso modo de 450 000 à plus d'1 million d'habitants. Voilà, donc je vous laisse un petit peu avec cette fourchette assez large. Les spectacles du Colisée, c'était pas juste des gladiateurs. Parfois, il y avait aussi des animaux sauvages. Des lions, des panthères, des éléphants, crocodiles, autruches, plein de trucs qu'on ne trouve pas du tout en Italie. De fait, ça a développé un commerce qui a relié Rome à de nombreuses régions, notamment d'Afrique du Nord et d'Asie. L'historien Dion Cassius rapporte qu'à l'occasion des jeux offerts par Trajan après la conquête de la Dacie, environ 11 000 animaux auraient été tués. La Rome antique a été marquée par des dirigeants à la réputation sulfureuse. Néron, Caligula, Commode. Tu te dis qu'un seul dirigeant, il y a déjà de quoi faire, mais attention, en 293, Dioclétien a tenté un truc en instaurant la tétrarchie, un système politique à 4 empereurs. Alors sur le papier, ça faisait un peu de sens. Je veux dire, l'empire est trop grand, trop attaqué, trop instable, alors on divise le commandement. Il y avait 2 Augustes, les patrons, et 2 César, leurs adjoints, leurs successeurs. Ça a marché quelques années, mais après la retraite de Dioclétien, le système a explosé en guerre civile, et c'est dommage, il y avait de l'idée. Votre chauffeur de bus ou de tramway, sans le savoir, prononce le nom d'un dieu tous les jours de sa vie, Terminus. Terminus, c'est le gardien des bornes et des limites. Il a d'abord été représenté sous la forme d'une grosse pierre, et puis plus tard, on a placé un buste humain sur une sorte de borne. Et voilà, c'est Terminus. En même temps, il est représenté comme ça pour symboliser le fait qu'il ne peut pas bouger, puisqu'une frontière, ça ne se déplace pas. Alors, Terminus, je t'invite en 2026 à mater notamment quelques vidéos de ma chaîne pour voir que les frontières, c'est pas aussi paisible que ça. Ou alors t'as pris ta retraite depuis, j'en sais rien.
La Cloaca Maxima est l'un des plus anciens systèmes d'égouts du monde. Sa fondation a commencé sous les rois étrusques au 6e siècle avant notre ère. Et aujourd'hui, elle fonctionne encore partiellement. On y trouve même des petites dingueries parfois. Les Romains ne vivaient pas en semaine de 7 jours. Leur calendrier fonctionnait avec les Nundinae, un cycle de 8 jours. Le jour du marché revenait toutes les 8 journées. Mais comme les Romains comptaient inclusivement, ils appelaient ça le 9e jour. Vous captez pas? Non mais c'est pourtant simple. Quand un Romain te disait « le marché revient dans 8 jours », c'était à partir d'aujourd'hui. Donc il revenait en réalité le 9e. Dans 8 jours, c'est en fait dans 9 jours. Oh là là, oh non j'avoue c'est compliqué. Voici la jambe de Capoue. Capoue, c'est un endroit, c'est pas une personne, c'est pas la jambe d'une personne. En l'occurrence, si, parce que c'était une prothèse en bronze qui a été découverte ici, en Campanie, à la fin du 19e siècle. Elle est datée d'environ 300 ans avant notre ère. Et si vous l'avez déjà vue lors d'une visite au Science Museum à Londres, sachez que c'était une copie, car l'original a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il existe même une autre copie qui a été faite par des chercheurs en 2021. La Rome antique a laissé derrière elle des vestiges incroyables et on la remercie pour ça évidemment, mais il y a quelques petites choses qui ne nous sont pas parvenues et c'est tant mieux. Par exemple, la penna culi, c'était une peine réservée aux gens qui avaient commis un parricide. C'était assez spécial, en fait on mettait le condamné dans un grand sac qu'on cousait évidemment pour pas qu'il en sorte, mais en plus on mettait à l'intérieur des animaux. Ça pouvait être un chien, un coq, un serpent, ou tout à la fois, ça variait selon les époques, et on jetait tout ça à la flotte, sinon c'est un peu trop facile. Si vous avez fait des études en droit, vous avez certainement déjà rencontré le terme damnatio memoriae, la damnation de la mémoire. Alors déjà, cette expression n'est apparue qu'à la fin du XVIIe siècle, parce qu'à l'époque de la Rome antique, on parlait plutôt de abolitio nominis, littéralement la suppression du nom. En fait, le Sénat romain votait pour effacer le nom d'un individu d'absolument partout. On le supprimait de la mémoire publique. Et pas mal de personnalités ont été sous le coup de cette condamnation, comme par exemple l'empereur Domitien ou Commode. Et si on le sait aujourd'hui, j'imagine que ça n'a pas été bien fait. Parce que le principe, c'est justement qu'on ne s'en souvienne pas à notre époque. Je suis perplexe. Ok, pour notre prochain dieu romain, j'en ai trouvé un pas mal cité dans les écrits de saint Augustin, Reparator. Et évidemment, comme son nom l'indique, il s'agit du dieu du deuxième fauchage des jachères. Et le pire, c'est que j'ai cherché. Il y a bien le dieu du premier fauchage. Il s'agit de Vervactor. D'ailleurs, les deux sont potes avec Imporcitor, le dieu qui s'occupe du dessin des sillons. En fait, il fallait prier un dieu pour chaque action, finalement. Les rétro-planning à l'époque, ça devait être un enfer. Ah bah mince, pour la raclette, j'ai oublié de vénérer Patator, le dieu d'épluchage des patates, avant d'allumer la machine. Et pour ça, il faut que je vénère Machinator, évidemment. Non mais vous imaginez au quotidien. En l'an 9 a eu lieu la bataille de Teutobourg. Elle a opposé les légions romaines aux troupes germaniques d'Arminius. Entre 15 et 20 000 soldats perdent la vie, c'est une énorme défaite pour le camp romain qui perd 3 légions entières, les 17, 18 et 19. Et ça a dû être extrêmement traumatisant parce que Rome n'a plus jamais attribué ces numéros à d'autres légions. C'est devenu des numéros maudits finalement. Autre info au sujet de cette bataille, on a retrouvé des traces à cet endroit, à Calchris. Les historiens pensent que c'est ici que se serait déroulée la bataille finale de Teutobourg. On y a retrouvé des milliers d'objets romains, dont ce masque. Imaginez-vous une seule seconde être sur un champ de bataille avec un mec qui arrive avec ce truc sur le visage là. Moi j'aurais pas tenu 10 minutes à l'époque. Retour au fort de Vindolanda, parce qu'on y a découvert plein de choses, dont cette espèce de lézard écrasé là. Alors selon les historiens, il s'agirait en fait d'une petite souris en cuir qui date du 2e siècle et qui serait un jouet ou peut-être une blague qu'un militaire a fait à l'époque. Si je vous dis le mur d'Adrien, vous pensez direct à un immense mur de pierre infranchissable. Vous avez pas tort, mais en réalité, la première version à l'ouest du mur était en mode de terre, beaucoup moins impressionnant. Sinon, autre détail, le mur était jalonné d'une quinzaine de forts, de dizaines de fortins, c'est des plus petits forts, et de pas moins de 160 petites tours de guet.
Est-ce que vous avez déjà entendu le terme soldat auxiliaire? C'était bien un soldat de l'armée romaine, mais il était recruté parmi les non-citoyens de l'Empire. Et puis, après ses 25 ans de service, s'il était toujours en vie évidemment, il recevait un Graal, un diplôme militaire en bronze. Ce document officiel prouvait qu'il devenait citoyen romain, et en plus ça s'appliquait à ses enfants, donc c'est incroyable. Certains diplômes accordaient aussi le droit de mariage légal, ce qui rendait son union reconnue par la loi romaine. Ça devait être une telle fierté pour ces gars. Et puisqu'on parle de citoyenneté, en 212, l'empereur Caracalla a promulgué une loi qui a octroyé la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire. J'insiste sur le mot libre, évidemment. Alors, cette loi, on la connaît sous le nom de l'édit de Caracalla. Elle m'intéresse pas plus que ça, c'est plutôt la façon dont on l'a découverte que je trouve hyper insolite. En fait, on ne la connaît que grâce à un exemplaire unique, ce petit bout de papyrus là. Il est évidemment inscrit au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Et je précise, j'ai dit à tous les habitants libres de l'Empire. En réalité, il y a une exception. Ça concernait tout le monde, sauf les Deditici. À l'origine, ce terme désigne des peuples vaincus qui étaient libres, mais ni considérés comme citoyens, ni esclaves évidemment. Et on ne sait pas précisément quel groupe était encore considéré comme Deditici en 212, donc ça rend cette exception très discutée chez les historiens. Au sud-est de Rome se trouve le lac de Nemi, c'est un petit lac assez sympa, certainement petit lieu de villégiature des empereurs à l'époque. Eh bien, on y a retrouvé deux énormes navires que Caligula a fait construire pour honorer la déesse Diane. Ils ont été découverts à la fin des années 20 et malheureusement détruits en 1944 dans un incendie lors de la libération de l'Italie. Et les dimensions étaient énormes. Le plus grand faisait 73 mètres de long sur 24 de large. En plus, regardez la vue satellite, le lac est pas si grand que ça, donc ça devait être hyper impressionnant. Il semblerait que ces navires servaient de plateforme pour accueillir des palais flottants ou des temples dédiés au culte de Diane. D'ailleurs, sur la route pour aller de Rome au lac Nemi, vous pourrez vous arrêter à ce McDo. Il a été construit juste au-dessus d'une ancienne voie romaine. Ils ont même vitré le sol pour que vous puissiez le voir d'en haut. Ou alors, vous pouvez l'emprunter directement en bas. Vous pouvez marcher sur cette voie romaine. À Vindolanda, des archéologues ont retrouvé des milliers de chaussures romaines, dont une semelle de 32 cm. Ça paraît rien comme ça. Non mais prenez une règle là. Mesurez votre pied tout de suite, vous allez voir, c'est énorme 32 cm. Ça correspond à un petit 50 en Europe. Alors ok, on est loin du 56 de Wembanyama, mais excusez-moi, et ça a surpris les archéologues, évidemment. Et comme c'est la troisième fois qu'on retourne à Vindolanda dans cette vidéo, il faudrait peut-être que je vous parle un peu du lieu. Vindolanda, vous l'avez vu, c'est ici, au nord de l'Angleterre, juste en dessous du mur d'Adrien. Et à l'époque, il y avait là un fort romain occupé pendant plusieurs centaines d'années, entre le 1er et le 4e siècle. Donc faut vous imaginer, c'est un site super important. On y a retrouvé plus de 1700 tablettes, des milliers d'objets, des vêtements, des armes, des chaussures, enfin bref, ça donne un aperçu de la vie quotidienne d'une garnison romaine. On présente souvent les gladiateurs comme des superstars. Mais la vraie superstar du sport romain, c'était lui, Dioclès. Un pilote de char qui a participé à plus de 4000 courses et qui en a gagné 1462 très exactement, en 24 ans de carrière. 4000 courses, divisé par 24, divisé par 365, ça fait une course tous les 2 jours, les gars. C'est quoi ce rythme en fait? Alors évidemment, il était riche. Ses gains s'élevaient à 35 millions de sesterces. Les historiens estiment que ça équivaut aujourd'hui à plusieurs centaines de millions d'euros. Il a même été sacré meilleur aurige de l'histoire. C'est le Schumacher de l'époque. Bon, vous commencez à comprendre que les Romains avaient des dieux pour absolument tout, et particulièrement dans le monde agricole. En voici donc un nouveau, Okator, le dieu du herçage. Comprenez l'action de briser les mottes de terre. À Rome, quand tu étais un haut personnage et que l'empereur voulait ta peau, on te proposait parfois une option premium, le suicide forcé. En gros, tu choisis de mourir toi-même, mais si tu refuses, on t'exécute quand même, évidemment. Un des exemples les plus célèbres est celui de Sénèque, qui, en 65, a reçu cet ordre de la part de Néron. L'éruption du Vésuve en 79 a figé beaucoup de choses, dont du pain. On a retrouvé un pain vieux de 2000 ans à Pompéi, qui devait dater du jour même. Une baguette pas trop cuite. Et qui devait donc être un peu trop cuit, pour le coup. Eh bien, un chef a tenté de reproduire la recette. Alors, j'ai 2 choses à dire.
Déjà, on sait pas si c'est bon, parce que la vidéo s'arrête juste avant la dégustation, c'est hyper frustrant. Mais surtout, j'ai lu un peu les commentaires, les gens ont l'air un peu plus intéressés par ce qui apparaît à 3 minutes 42 sur la page de gauche du livre. S'il y a des archéologues là parmi nous, soyez honnêtes les gars. Ok, vous devez trouver absolument tout ce que vous trouvez incroyable, d'accord, mais quand même, il y a des découvertes plus surprenantes que d'autres, non? Genre ça, des tuiles romaines avec des empreintes de pattes de chien dessus. Non mais ok, ce sont des petits détails de l'histoire, mais je sais pas moi, justement, je trouve que c'est ça qui rend tous ces vestiges plus concrets. Et puis c'est plus stylé qu'un énième fragment de poterie, non? Désolé à tous les archéologues qui m'écoutent, potentiellement en triant encore des petits bouts de poterie. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. D'ailleurs, dans le même style, mais en plus rare, on peut aussi trouver des empreintes de chats. Le mot cardo en latin signifie gond, comme les gonds d'une porte. Et oui, bien sûr qu'il existe un dieu pour ça. Il s'agit de Cardea, qu'on trouve aussi parfois sous le nom de Carna. Cardea veille sur les portes, sur les gonds et plus largement sur la protection des seuils. Ovide raconte que son pouvoir lui permet d'ouvrir ce qui est fermé, de fermer ce qui est ouvert. Alors nous, simples mortels, on a nos mains. Voilà, donc on est peut-être un peu des dieux à chaque fois qu'on ouvre une porte finalement. À Pompéi, on trouve la maison du chirurgien. Elle a été surnommée comme ça parce qu'on y a retrouvé une 60aine d'instruments médicaux de tout type. Des pinces, des sondes, des cathéters, des bistouris, forceps, bref, c'est un inventaire qui ressemble à un bloc opératoire antique. Ceci est le vase Portland et il date environ du 1er siècle. En 1845, faut vous imaginer, il est exposé au British Museum, quand tout d'un coup, un homme, qui apparemment avait un peu trop forcé sur la boisson, s'y rend, prend une sculpture, la lance sur une vitrine et le vase se casse. Donc ça là, à un moment, ça ressemblait à ça. Un joli petit puzzle très sympa. Mais heureusement, le vase a été reconstitué par ce mec et sa restauration a été qualifiée de magistrale. On peut le remercier, merci monsieur. Il n'était pas rare de trouver sur les amphores une petite inscription comme on voit sur la photo là. On appelle ça un titulus pictus. Il pouvait indiquer le contenu, l'origine, le producteur, le poids, la date, etc. C'était une espèce de fiche produit, quelque part l'ancêtre du code barre. Alors encore une fois, si en ce moment il y a un archéologue qui est en train de trier des bouts d'amphores et qui tombe sur ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Avant d'être la mère de Marc Aurèle, Domitia Lucilla Minor a dirigé un énorme business de briques. On a retrouvé des briques estampillées sur plusieurs chantiers impériaux du IIe siècle, dont la villa d'Adrien. Voici une carte du métro de Paris. Voici celui de Londres maintenant, celui de New York. Jusque-là, rien de bizarre, on est d'accord. Maintenant, voici le métro de Rome. Excusez-moi, il n'y a pas comme un petit problème? Bon, alors pourquoi je vous parle de ça? C'est quoi le rapport avec la Rome antique? Eh bien le rapport est très simple. Dès que les ouvriers tombent sur un vestige, ils sont obligés d'arrêter les travaux. Rien que sur la ligne C, ils ont mis au jour des fresques, des mosaïques et même une caserne de plus d'une trentaine de pièces qui dataient du IIe siècle. Donc forcément, Rome a mis plus de 70 ans à pondre 3 lignes de métro. Mais le truc cool, c'est que certains vestiges sont exposés directement dans certaines stations. Le vrai nom de Caligula était Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. Et son surnom vient de son enfance. Caligula, ça veut dire petite botte, petite sandale. Son père l'emmenait en campagne habillé en mini-soldat. Il portait des caligae aux pieds. Et voilà, c'est resté. Ici, à Douvres, il existe un phare romain encore debout, le Pharos. Il a été construit au 1er siècle et c'est l'un des phares romains les mieux conservés au monde. Comme quoi, tout ne se trouve pas à Rome. Au milieu du forum romain, il y a ce tout petit vestige. Il s'agit d'un sacellum, c'est un petit temple qui était dédié à Cloacina, une divinité locale qui protégeait le principal égout de Rome, d'où le terme cloaque, certainement dans son nom. Et plus tard, elle a été associée à Vénus. Vous regardez une des plus grandes découvertes archéologiques de Suisse. Un buste impérial entièrement en or, découvert en 1939 dans une canalisation du sanctuaire du Cigognier à Aventicum, aujourd'hui Avenches. Les détails sont fous, est-ce que vous imaginez que ce truc est resté dans la terre pendant des centaines et des centaines d'années? Et on comprend mieux pourquoi l'original est gardé dans un coffre de banque à Lausanne, et que c'est une copie qui est exposée au musée romain d'Avenches. Il est traditionnellement identifié à Marc Aurèle, et les spécialistes sont pas tous d'accord, ça pourrait représenter une autre personne.
Sachez que ce genre de panneau existait déjà à l'époque. Par exemple, à l'entrée de la maison du poète tragique à Pompéi, les visiteurs pouvaient tomber sur cette mosaïque. Un chien qui n'a pas l'air très accueillant avec l'inscription « Cave canem » qui veut littéralement dire « Attention aux chiens ». Le cursus publicus, c'était le service de poste impérial mis en place sous Auguste. Un réseau officiel de relais, chevaux et voitures de service. Les messagers officiels y changeaient de monture régulièrement, ce qui permettait de faire circuler les ordres, des impôts, des nouvelles à travers tout l'Empire, rapidement, sans faire de pause. Une partie de ce réseau est connue grâce à la table de Pottinger, une copie médiévale d'une carte romaine. Bon, puisqu'avec le dieu des paix, il y avait un petit débat sur son existence, enfin son culte quoi, je vous ai trouvé une divinité qui fait un peu plus consensus, Méphitis. Et méfie-toi, tu ne veux pas te la mettre à dos parce qu'il s'agit de la déesse des gaz nauséabonds de la Terre. Et évidemment, son sanctuaire se trouvait près d'un lac, d'où s'échappent des gaz toxiques. Que ça soit Cicéron, Pline l'Ancien ou encore Virgile, ils ont tous décrit ce lieu comme un accès vers les enfers. Après la semaine de 8 jours qui dure 9 jours, voici les heures temporaires. Pour les Romains, une heure n'avait pas de durée fixe comme aujourd'hui. Eux, ils faisaient un truc super simple. Tu prends le temps entre le lever et le coucher du soleil et tu le divises en 12 heures égales. Idem du coucher au lever du soleil pour la nuit. Donc la longueur d'une journée variait selon la saison. En été, une heure de journée était plus longue qu'une heure de nuit, mais aussi qu'une heure de journée en hiver. Ça va vous ? Quoi qu'il en soit, si on regarde ce schéma, on voit que la 6e heure correspond à celle de midi. En latin, on appelait ça sexta, c'était le repos de midi. Ça a donné siesta en espagnol, qui a donné sieste en français. On repart une dernière fois à Vindolanda avec une des découvertes les plus célèbres et les plus insolites du site. Cette petite tablette en bois là, elle a l'air de rien comme ça, mais une fois qu'on l'a déchiffrée, on s'est rendu compte que c'est une lettre dans laquelle une certaine Claudia invite son amie à venir fêter son anniversaire. La lettre est datée autour de l'an 100 et c'est à ce jour le plus ancien exemple conservé de texte en latin écrit par une femme. Let's go à des milliers de kilomètres de Rome, à Okinawa. Au château de Katsuren, on a retrouvé en 2013 des pièces romaines en bronze datant du 4e siècle. Des pièces romaines au Japon. Ah, c'était une première évidemment. Attention quand même, ça ne prouve pas un contact direct entre Rome et le Japon. D'autant plus que le château a été construit des siècles après la chute de l'Empire. Les archéologues pensent plutôt à des objets qui ont voyagé tardivement, mais la découverte a quand même surpris tout le monde. Voici quelque chose de remarquable retrouvé dans une villa d'Antium, là où se trouve l'actuelle ville d'Anzio. Comme ça, on est bien d'accord, on comprend pas grand-chose. Mais en fait, vous êtes en train de regarder un énorme calendrier romain gravé, daté du 1er siècle avant notre ère. Il est connu sous le nom de Fasti Antiates Maiores. On peut y voir 13 colonnes avec des indications sur les jours fastes, néfastes et les grandes fêtes. C'est le plus ancien jamais trouvé à ce jour et le seul qu'on ait d'avant la réforme du calendrier julien. Et concernant ce 13e mois justement, c'était pas un bug, c'était un mois intercalaire. Avant Jules César, les Romains l'ajoutaient de temps en temps pour rattraper les 10 jours de retard de leur année de 355 jours et recaler ainsi les saisons. Bon, le seul problème là-dedans, c'était les pontifes qui décidaient quand l'ajouter, ce qui permettait de prolonger le mandat des copains ou de raccourcir celui des gens qu'on n'aimait pas trop. Ok, là je suis en train de vous montrer un truc qu'on ne voit vraiment pas tous les jours. Ce graffiti a été découvert dans le palais impérial de Rome, c'est pas n'importe où quand même, et c'est celui d'un certain Alexamenos qui a représenté un homme crucifié avec une tête d'âne. On le voit tellement bien. Les chercheurs pensent qu'il s'agit probablement de la plus ancienne caricature connue d'un chrétien, et l'une des plus vieilles représentations de crucifixion par extension. À l'époque, le christianisme c'est hyper nouveau et c'est même considéré comme une secte par beaucoup de personnes, et c'est ce qui pourrait expliquer cette caricature. Voilà un dessin du pont Sublicius. Il a été entièrement construit en bois au 7e siècle avant notre ère, et il est considéré comme le premier et donc le plus ancien pont de Rome. J'ai voulu aller voir s'il restait pas quelques traces ou autres sur Google Maps, et alors, ça c'est un pont plus récent, c'est pas celui dont on parle. Par contre, excusez-moi monsieur, ça a l'air très cool là quand même ce que vous faites. Ça donne un peu envie d'essayer, juste sans la combi marinière, si c'est possible.
On parle beaucoup des gladiateurs, mais excusez-moi les gladiatrices. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu parce qu'elles ont bel et bien existé? On a très peu d'infos à leur sujet, quelques mentions littéraires, très peu de représentations, mais c'était sûrement bien plus courant que ce qu'on l'imagine. D'ailleurs, l'empereur Septime Sévère a même interdit la pratique aux femmes en l'an 200. Il y a tout un pan de l'histoire romaine qui s'est perdu ou qui mériterait d'être un peu plus étudié. On passe du coq à l'âne, comme d'habitude avec un 77. J'ai envie de vous parler du béton romain un petit peu. Parce qu'il a la réputation d'être ultra résistant. Et on commence à comprendre pourquoi. Une étude récente a montré que les Romains mélangeaient parfois de la chaux vive très chaude dans leur mortier. Résultat, des petits grains de chaux capables de réagir à l'eau. Comme ça, quand une fissure apparaissait, ces grains libéraient du calcium qui colmatait la fissure. C'est un béton en partie auto-cicatrisant. Ce qui explique pourquoi certaines constructions romaines sont encore debout après 2000 ans. Cette villa des papyrus à Herculanum ne porte pas ce nom par hasard. On y a retrouvé plus de 1800 rouleaux carbonisés par l'éruption du Vésuve de 79. Ça met un petit peu les boules parce qu'on a là des œuvres à la fois perdues mais préservées en même temps, c'est particulier. Après, certains scientifiques n'ont pas dit leur dernier mot et travaillent pour faire parler ces papyrus justement. Dès le 18e siècle, un abbé a imaginé une machine capable de déplier ces rouleaux. Mais aujourd'hui, on a encore mieux. On est en 2026 quand même. On les scanne au rayon X. Comme ça, il n'y a même pas besoin de les dérouler. Il y a une technique de tomographie qui permet de lire les lettres à l'intérieur des rouleaux, tout en les laissant enrouler. Plus récemment, des équipes ont utilisé une IA pour analyser ces scans et ont réussi à lire plus de 2000 lettres grecques dans un seul rouleau resté fermé depuis l'Antiquité. C'est complètement fou quand on y pense. Nous voici en plein cœur de la City of London. Et cet endroit cache un secret. Juste ici, sous le bâtiment de Bloomberg, se cache le Mithraeum, les vestiges d'un temple dédié à la divinité Mithras. Et je voulais finir avec le truc le plus mystérieux de l'archéologie romaine. Les dodécaèdres. C'est quelque chose que je vois souvent passer depuis que j'ai lancé Doc7, c'est un mystère comme ça. Plus d'une centaine ont été retrouvés, surtout en Gaule et en Bretagne romaine, mais aucun texte antique n'en parle. Et malgré plusieurs dizaines d'hypothèses, on ne sait toujours pas à quoi ça peut servir. Et si on en a retrouvé autant, c'est que c'était quand même hyper courant. C'est tellement frustrant de ne pas savoir. You feel energy pulsing from the artifact. Et voilà qui conclut notre 77 sur la Rome antique. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et puis je vous préparerai un 77 sur la Grèce antique, le Japon antique, la Chine antique, enfin n'importe quel pays avec antique finalement. Je suis persuadé qu'on peut découvrir encore plein de trucs très très cool. Je remercie une dernière fois CyberGhost VPN d'avoir été notre partenaire sur cette vidéo. Je vous rappelle qu'en cliquant directement dans le lien en description, vous bénéficiez de 4 mois offerts et 83% de réduction. Ça protège votre vie privée, ça débloque du contenu exclusif et en plus, vous faites des économies. Avec la petite garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, c'est trop cool. Ah, et une dernière chose, si vous aimez les 77, ce format dense avec plein de détails que vous pouvez ressortir n'importe quand et que vous ne connaissiez pas forcément mon travail, bah déjà bonne nouvelle, il y en a plein d'autres. Je vous mets ici un autre épisode qui, je suis sûr, va vous intéresser et puis juste en dessous, la playlist entière de tous les 77. Vous avez juste à cliquer. En attendant, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et passez un bon dimanche. Salut Internet!